Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision numéro 1 de la diaspora depuis Minneapolis. Nous sommes bien sûr dans l'émission Afrique aux Africains. Le thème d'aujourd'hui est que pourquoi dit-on que les Africains ont vendu les Africains, c'est-à-dire leurs frères, lors de la traite négrière. Alors nous allons porter toutes les réponses à cette question aujourd'hui. Aujourd'hui, pour discuter, décortiquer ce terme, j'ai avec moi M. Lawson Mawena. Bonsoir M. Mawena. Bonsoir Kombia Tissot, bonsoir aux téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Bonsoir au débat. Rebonsoir encore mes chers fidèles téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Je vous rappelle que la production de cette émission est assurée par M. Malik Sall, que nous remercions beaucoup. Alors, une fois encore, pourquoi dit-on que les Africains ont vendu leurs frères lors de la traite négrière? Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Mawena d'intervenir. Alors, M. Mawena, qu'est-ce que vous en connaissez du sujet? Oui, d'abord, nous devons savoir que le regard que nous avons vis-à-vis de notre histoire et vis-à-vis de notre passé ne résulte pas malheureusement des récits, des vrais récits. C'est-à-dire? Ça ne résulte pas des vrais récits de l'histoire. C'est-à-dire, ce que nous pensons, la manière dont nous pensons notre histoire ne découle pas comment l'appelle-t-on, de la manière dont l'histoire s'est déroulée. Okay. Cela découle plutôt des récits coloniaux qui ont été faits de notre histoire. Donc, lorsque l'Africain se met à penser son histoire, il la pense à partir des récits coloniaux qui ont été faits. Vous comprenez? C'est-à-dire ce n'est pas la vraie histoire. Non, ce ne sont pas les événements qui se sont réellement produits. C'est en ce sens que Aimé Césaire disait que tant que les lions n'auront pas leur historien, les histoires de la chasse vanteront toujours les mérites du chasseur. Donc, il faudrait que les lions aient leurs historiens pour que, comment l'appelle-t-on, l'histoire de la chasse soit réellement racontée comment l'appelle-t-on, aux populations, au peuple du monde. Vous voyez? Donc, il s'est en découlé que nous avons reçu, comment l'appelle-t-on, une aliénation à travers ce mensonge des récits historiques du fait que ce sont les colons qui ont fait ces récits. Donc, nous avons reçu des mensonges qui ont été médiatisés, même enseignés. Ce qui a provoqué en nous, je dirais, une atrophie de notre personnalité. Vous voyez, vous verrez même des gens dire que avant l'arrivée des Européens, l'Afrique était totalement dans le désordre. Les Africains étaient dans, je ne sais pas, ils étaient sans civilisation. Vous voyez. Alors que lorsque on parlait de l'Afrique impériale, mais l'Europe était dans le Dark Age, le Moyen Âge. Lorsque les Africains parlaient de l'Afrique impériale, les Européens, mais il faut lire, comment l'appelle-t-on, si vous lisez, je crois que j'ai mis une note ici, si vous lisez, comment l'appelle-t-on, je crois que ça doit être Pigafetta, et comment l'appelle-t-on, et le Congo et ses alentours de Pigafetta. Vous verrez, Congo et ses alentours. Oui, le Congo et ses alentours de Pigafetta, vous verrez comment l'Afrique était à cette période-là, avant l'arrivée de comment l'appelle-t-on, des Européens. Vous allez lire également, et je conseille également aux gens à revisiter Ibn Battuta, Voyage au Soudan. Ibn Battuta, yeah. Ibn Battuta
disait d'envoyer au sultan qu'il n'a jamais vu un peuple qui avait autant soif de justice. C'était les Africains. Qui n'aimaient pas l'injustice. C'était les Africains. Vous voyez? Donc, l'histoire a été tellement racontée avec mensonge que les Africains pensent effectivement que tout ce qui est dit est vrai. Donc, si je prends par exemple l'histoire de la Palestine et de l'Israël, au niveau pendant, comment l'appelle-t-on, au 5e millénaire. À cette période, les pharaons, cette terre-là, la Palestine, et comment l'appelle-t-on, et l'Israël, appartenaient aux pharaons. Mais on disait quand même, les livres disaient quand même que les pharaons faisaient le colonialisme. Mais les fouilles, les recherches qui ont été faites là-bas ont montré que les premières participations sont, comment l'appelle-t-on, les fouilles historiques, archéologiques, etc. ont montré que les premiers vestiges étaient les vestiges pharaoniques. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque les pharaons avaient annexé ce territoire, il n'y avait personne. Donc, si on parle de colonialisme, ça voudrait dire qu'il y a des gens là-bas et on s'en va les coloniser. C'est ça. Alors qu'en réalité, il n'y avait personne. Ce sont les Égyptiens, le pharaon, je crois, je dois avoir le nom du pharaon, je vais chercher ça. Je vais quand même chercher ça. Ramsès II. Non. Je crois que c'est le pharaon Kimoun. Le pharaon Kimoun qui a annexé ce territoire-là. Vous voyez? Donc, les récits nous disent que non, l'Afrique a fait le colonialisme. Pourquoi? Parce que le colonialisme est une mauvaise chose. Je dis souvent, et quand vous lisez, comment appelle-t-on, le professeur Bouamba Bong, quand l'Afrique était l'or noir de l'Europe, il a tout expliqué dedans. Les Européens ont cette manie que lorsque c'est bon, c'est eux. Lorsque c'est mauvais, ça se partage entre... Justement, M. Rodrigue, on le voit aujourd'hui. Je voulais qu'on on ouvre une parenthèse. La semaine passée, M. Yves Kenao, un spécialiste de la maison, m'avait expliqué que du 12e au 15e siècle, l'Afrique avait une constitution. Et si je me rappelle bien, Kourgan... Je vais en venir. Je vais en venir. Okay. Je vais en venir. Donc allons-y. Donc, ce que je retourne dans le vif du sujet pour dire que tout le récit a été fait de manière à faire croire aux Africains que, effectivement, tout ce qui se passait de mauvais résultait des Africains. Vous voyez. Et que, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Que les Africains se battaient entre eux, qu'il n'y avait que des guerres, et il y a des rois qui étaient des dictateurs. On venait sauver les Africains de toutes ces choses-là. Figurez-vous, un peuple qui se fait la guerre tout le temps, vous allez venir les avoir facilement comme ça? Si l'Africain se faisait la guerre, ils devaient perfectionner leur armement. À l'époque, l'Afrique était économiquement avancée sur l'Europe. L'Europe n'avait que une avancée militaire parce que les Africains ne considéraient pas la guerre comme étant quelque chose d'important. C'est pour ça que les Africains n'avaient pas un armement sophistiqué. Sinon, eux, ils n'allaient jamais comment l'appelle-t-on, atteindre les Africains, les arrêter facilement comme ça. Et lorsque j'en viens à Kouroukan Fougan, le premier manifeste des droits de l'homme, voilà. Et même la première phrase qui est dans le manifeste des droits de l'homme aujourd'hui a été puisée dans le Kouroukan Fougan. Si vous lisez le Kouroukan Fougan, la première, le préambule, c'est exactement la même phrase. Il n'y a pas de changement. Ils ont piqué ça de là. Donc, lorsqu'ils nous parlent des droits de l'homme, mais je dis, soyons sérieux, si déjà, à cette époque, les Africains avaient déjà une manifeste des droits de l'homme, lorsque l'Europe était encore dans le Dark Age, vous imaginez que ces gens vont vendre les gens?
Ok, on va en venir à pourquoi ça a été dit comme ça. Justement, monsieur Donc, Mawena. lorsque l'esclavage a commencé bizarrement, les Européens avaient vidé, c'était le Portugal et, comment l'appelle-t-on, l'Espagne qui avait commencé. Ouais. Parce que c'est à eux que le pape avait donné l'ordre d'aller coloniser. Donc, pendant ce temps, ils avaient vidé leur prison des tueurs en série, qu'on appelait les lançadors. Et ça est dans le livre de, comment l'appelle-t-on, Boamba Bok. Et, quand l'Afrique était l'or noir de l'Europe, Boamba Bok a défini tout ça là de long en large. Donc, ces lançadors venaient en Afrique, ils s'attaquaient aux Africains les nuits. Avec leurs armements, tout ça là, ils prenaient des gens. Ils prenaient des gens. Et pendant cette période, l'Afrique était complètement anéantie parce que les Européens ont 3 systèmes pour s'en prendre aux populations. Ils l'ont fait, comment l'appelle-t-on? Ils l'ont fait au Vietnam. Ils ont brûlé les terres pour vous empêcher, pour vous limiter. Vous voyez? Ils ont cette chose qu'on appelle la ruse, la violence et le mensonge. Voilà la manière dont ils procèdent. Lorsqu'ils viennent avec toi, ils font la ruse. Et quand quand la voie est ouverte, ils pratiquent la violence. Ils profitent. Ils profitent et ils pratiquent la violence. Et c'est comme ça qu'ils ont eu les Africains. Et quand la traite a commencé, mais on prenait des gens de force. D'aucuns nous diront que non, qu'il y avait des rois africains qui étaient complices, mais c'est faux. Toutes ces choses c'est des mensonges, je vous dis. Justement, c'est ce qu'on nous avait enseigné au cours préparatoire, disant que les rois prenaient les vaillants garçons pour les vendre. Il y a deux choses. Il y a du sucre et du miroir. Exactement. Voilà. Lorsqu'on vous dit que les Africains recevaient pour un couteau suisse, on troquait un couteau suisse avec 10 Africains. 10 Africains. Donc vous allez imaginer à quelle époque est l'Afrique à cette période-là. S'il faut, pour un couteau suisse, il faut donner 10 Africains. 10 alors que l'Afrique était en avance sur eux. Donc lorsqu'on nous raconte que pour des boissons et des miroirs, et comment l'appelle-t-on, nos ancêtres vendaient leurs propres enfants, vous voyez que c'est des racontars. Allez-y au musée de Louvre aujourd'hui, alors nous parlons. Le musée de Louvre qui est à Paris. Vous allez seulement dans le cercle de l'Égypte. Et vous allez voir même des lits, des fourchettes qui sont polis, qui sont faits en bronze. Ça existe à l'heure où nous parlons. Et eux-mêmes, ils le savent. Donc, venir dire aux Africains aujourd'hui qu'on a vendu leurs frères à cause... D'ailleurs, quand on parle de boisson, eux, ils connaissent la boisson. Ils connaissaient ce qu'on appelle boisson. La fois dernière, il y a eu une polémique avec Jacques Daniel. Jacques Daniel doit être sous le premier des Américains qui fait les boissons. Jacques Daniel, c'est les Africains qui ont fait la boisson, cette boisson-là. C'est un Africain. Maintenant, ils disent, bon, ils vont le dédommager. Bon, au fait, Jacques Daniel lui-même, il n'était pas... Il entretenait bien le monsieur et que c'est après sa mort que, bon, le monsieur a été négligé, tout ça là. C'est ça. Vous voyez? Oui. Donc, tout ça a contribué au mensonge. Alors, ouais. Monsieur Mawena, dans votre intervention, vous avez dit que l'Espagne et le Congo et la Belgique... Le Portugal. Le Portugal et l'Espagne étaient les premiers. Et vous avez dit que c'est à eux, le pape a ordonné d'aller en Afrique. Comment, qui était ce pape? Comment est-ce que oui, ça c'est à l'époque, vous devez savoir que c'est l'Église qui donnait le pouvoir. Yeah, qui venait en mission. Qui venait en mission et donnait le pouvoir à n'importe quel État de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc les autres États européens n'avaient pas le droit de venir en Afrique. Il n'y a que l'Espagne et le Portugal qui avaient le droit de venir en Afrique. C'est après que, comment l'appelle-t-on, quand les autres nations ont compris que, attention, on a besoin vraiment de ce tort noir qui est les Africains, que maintenant, eux tous, ils ont fait cette ruée-là. Ils ont fini par, je ne sais pas, négocier et faire cette ruée-là. Toute l'Europe était en Afrique, sauf la Russie. Toute l'Europe. Ils étaient là, sauf la Russie. Et ils prenaient des esclaves, ils les envoyaient.
vous allez voir même que dans le livre de, comment l'appelle-t-on, Boamba Bok, il a été défini que cette traite, je ne l'appelle même pas traite, parce que lorsqu'on parle de traite, c'est un jargon économique. C'est comme vous venez et poser des actes, des abominations, et puis vous l'appelez traite. Puisqu'il n'y avait pas comment l'appelle-t-on, il n'y avait pas de contrat signé entre les Africains et comment l'appelle-t-on, et les Occidentaux quand ils venaient prendre les gens. Ils venaient prendre les gens de violence, de force. Vous voyez? Donc, lorsqu'ils nous parlent de traite, on a l'impression que, bon, les Africains eux-mêmes ont accepté. On appelle certains Africains les nègres marrons. Je ne sais pas si vous avez les nègres. Les nègres marrons. Les nègres marrons. Les nègres marrons sont ceux-là même qui n'ont jamais accepté, qui ont causé du tort aux plantations. Ils ont saboté les plantations, tout ça là. Parce qu'ils n'acceptaient pas ce qui se passait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y avait les sabotages ont commencé dans les plantations et autres, les maîtres ont commencé par appeler donc les enfants. Mais qu'est-ce que vos parents vous disent exactement? Et ce sont les petits-enfants qui disaient aux maîtres que voilà, et en réalité c'est que vous êtes allés en Afrique nous prendre de force et nous amener ici pour travailler. Alors pour arrêter cette hémorragie-là, parce que c'est ça qui faisait du boom dans les plantations. Pour arrêter cette hémorragie, qu'est-ce qui se passait? Dans chaque plantation, lorsqu'un enfant dit cela, on s'en va prendre le père. Ils élevaient des oiseaux, qu'on appelait des oiseaux de proie. On mettait le père dans la cage et les oiseaux le mangeaient devant tous les esclaves. Et on disait maintenant que les enfants maintenant de ce père-là qui a été mangé par, comment l'appelle-t-on, les oiseaux, on prend ces enfants, on le vend, on les vend à différents maîtres voilà. Pour les séparer. Certains, on les prend, on les donne aux fourmis maniants. On donne certains aux crocodiles. Devant tout le groupe des esclaves. Pour dissuader qui que ce soit va dire encore à ses enfants qu'on nous a vendus, on est allé nous prendre en Afrique pour venir nous rendre esclaves ici. Merci, monsieur Mawena. Et certains aussi nous disent qu'il y a les esclaves domestiques qui travaillent à la maison sont mieux favorisés par rapport aux esclaves de plantation. Et c'est eux qui sabotent les esclaves de plantation. Est-ce que vous avez une explication? Oui, en réalité, je dirais que ce n'est pas... C'est-à-dire, je vais venir à ce point. D'abord, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Willie Lynch. Willie Lynch, c'était celui-là qui était celui-là qui dressait les Noirs contre les Noirs. C'est qu'ils ont fait en sorte que les Noirs ne s'entendent pas. Parce qu'à un moment donné, dans les premiers mois, les Noirs s'entendaient. C'est pourquoi il y avait des sabotages dans les plantations. Mais à un moment donné, il faut trouver des stratégies. Malgré qu'on donnait des gens en pâture comment l'appelle-t-on, aux oiseaux de proie, aux fourmis manières, etc. Il y avait toujours des choses qui se passaient. Alors, il faut quand même trouver des stratégies. D'où le monsieur Willie Lynch, lui, il allait enseigner dans les plantations. Et son enseignement, c'était comment haïr, le noir doit haïr son prochain. Comme on le voit aujourd'hui. Comme on le voit aujourd'hui. Partout. Un peu partout. Donc, lorsqu'on parle des noirs comment l'appelle-t-on, des nègres de maison et des nègres de plantation, c'est comme ça. Puisque lorsqu'on veut battre les nègres même, on les fait battre par leurs propres frères. Vous voyez, leurs propres frères nègres. Ils exécutaient des ordres. Comme aujourd'hui, nos armées exécutent les ordres des dirigeants. Moi, je ne dirais pas tellement des armées parce qu'une armée est faite pour exécuter les ordres. C'est ça. Donc, moi, je n'accuse pas tellement les armées dans ce sens. Là, c'est la responsabilité des politiques. Vous voyez. Donc, d'aucuns te diront que oui, il y a en 1770, qu'il y avait le roi d'Abomey qui vendait des esclaves à des millions d'euros d'aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qu'on appelle le phénomène dynamique qui a été défini par le professeur Boamba Bok. Le phénomène dynamique, c'est que lorsque vous faites une activité durant des siècles, mais finalement, ça devient normal. Une routine. Ça devient une routine. Donc,
je reviens aux plantations. Lorsque les interdictions avaient été faites, ils ont dit aux esclaves, prochainement, vous direz à vos enfants que nous sommes allés vous délivrer des mains des dictateurs en Afrique, de vos rois qui vous malmenaient, de vos rois cannibales, etc., qui vous malmenaient et qui vous vendaient même eux-mêmes. Que c'est eux-mêmes qui vous vendaient. Donc, le phénomène dynamique a fait que, de siècles, puisque la traite a commencé en 1441. Donc, après quelques siècles, ce mensonge qui n'est pas contredit devient une vérité. Puisque imagine-toi qu'on nous dit quelque chose aujourd'hui, cette année. Il n'y a personne qui contredit cela. Donc tout le monde va commencer par dire ça. Lorsque nous ne sommes plus là, nos enfants vont dire la même chose. Les enfants de nos enfants vont dire la même chose. Et après 5 générations, vous verrez que ce mensonge deviendra une vérité. Et c'est pourquoi je dis aux nôtres de faire attention. Ce n'est pas tout qu'on dira ici quand même, de faire attention. Demain, on dira que leur comportement homme-homme, c'est en Afrique que ça a commencé. Ils le diront. Ils le diront. Merci, M. Mawina. Je voulais rappeler à nos téléspectateurs que vous pouvez participer à cette émission en composant tout simplement le numéro qui apparaît devant l'écran. Alors, M. Mawina, allez-y. Oui, je voudrais donner l'exemple. Quand je disais que l'Afrique était très développée, si la technique peut nous montrer quelques images de Benin City et de Koumassi, de la ville de Koumassi. Mais à cette époque, les Européens étaient dans des grottes. Ils vivaient dans des grottes. Voilà, ça c'est, je crois que ça c'est, comment l'appelle-t-on, Benin City au Nigeria. C'est Benin City. C'est ça. Ça c'est en 500, et comment l'appelle-t-on, 595. Vous voyez, ça c'est Benin City. Et si on peut avoir aussi l'image de la ville de Koumassi. Voilà, vous pouvez lire ça en dessous. Koumassi, la capitale de la Chantilly. La Chantilly, oui. En 595. Vous voyez, à cette époque, les Européens vivaient dans les grottes. Ils étaient dans les grottes. Donc eux, ils vont nous dire qu'ils viennent échanger nos frères avec des pacotis, avec des boissons. Vous voyez que c'est du mensonge. Donc le phénomène dynamique a fait que de mensonge en mensonge, de génération en génération, on a fini par croire que les Africains ont vendu les Africains. Vous voyez? Donc c'est comme ça que la chose a marché. De quand on parlait de, comment l'appelle-t-on, en 1440, on disait que Kanka Moussa avait vendu les esclaves. Il faut mettre la différence entre, comment l'appelle-t-on, la traite arabo-musulmane et la traite, comment l'appelle-t-on, judéo-chrétienne qui a été transatlantique. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que lorsque les musulmans avaient fait la conquête en Afrique, il y avait quelques rois qui avaient accepté se convertir à l'islam. Yeah. Mais Kanka Moussa et autres, lorsqu'ils acceptaient la religion, leur peuple les lâchait. Donc, à cette époque, eux, ils faisaient le djihad. Ils faisaient le djihad à cette époque. Donc, les peuples qui refusaient d'adhérer à la religion étaient automatiquement faits esclaves. Donc, certains Africains prennent cela et nous disent que non, que oui, que Kanka Moussa vendait des esclaves. Que Kanka Moussa avait vendu plus de 1000 esclaves, etc. etc. C'est la même chose qui a été faite du roi d'Abomey. Pour le roi d'Abomey, quand on a sifflé la fin de l'esclavage, mais il n'y avait plus d'activité. L'Occident fait en sorte que lorsqu'il vous accèle avec ces genres de choses, on a empêché les Africains à faire. Il n'y a rien, on ne faisait rien. On ne cultivait même plus. Et lorsque tu cultives, on te prend, on te vend. On te vend automatiquement. Donc, il n'y avait plus rien en Afrique. Vous voyez? Donc, venir dire aujourd'hui que, bon, voilà, les Africains ont vendu les Africains et qu'il y avait des esclaves, etc., avant que l'Occident n'arrive, c'est partagé. C'est seulement, ils veulent seulement partager la responsabilité. Ou bien ils ne veulent pas garder cette responsabilité à eux seuls. Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait est mauvais. Merci, Monsieur Mawina. Et nous savons que l'esclavage était pratiqué par les Européens. Mais aujourd'hui, on voit que la plupart de ces esclaves sont arrivés ici aux États-Unis. Alors, Monsieur Mawina, est-ce que vous pouvez éclaircir comment ça s'est passé à nos téléspectateurs? Bon,
les esclaves qui sont arrivés aux États-Unis, ce n'est pas seulement aux États-Unis seuls qui sont arrivés. Il y a les esclaves qui étaient allés principalement au Brésil, et comment on l'appelle, en Haïti, Guadeloupe. Non, je dis en Amérique. Ceux qui sont en arrivés, général. Ceux qui sont arrivés en Amérique, bon, généralement, je crois qu'ils sont passés par, comment l'appelle-t-on, et j'ai oublié un peu le nom de cette ville-là. C'est une ville du sud. Je vais me rappeler du nom. Et c'est de là que ça a commencé. Et on prenait certains parmi eux depuis, comment l'appelle-t-on, le Brésil, pour venir travailler ici. Donc, je crois que, bon, pour cela, c'est un autre aspect de la chose que nous devons développer plus tard. Ok. Merci, M. Mawina, et merci à nos téléspectateurs pour votre fidélité. Alors, restons toujours dans ce domaine de... Les gens disent que les Africains vendent les Africains. Comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui réécrire notre histoire pour que les gens sachent que ce qui s'est réellement passé? M. Mawina, est-ce que vous avez une idée là-dessus? Oui, pour moi, nous devons écouter nos historiens. Le problème que nous avons, c'est que nous ne voulons pas écouter nos historiens. Nous nous attelons nous nous accrochons seulement à ce qu'ils nous ont donné. C'est ce qu'on a dit, que tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de la chasse vanteront toujours le mérite des chasseurs. Donc, comment se fait-il que des gens viennent chez nous? Ils font du mal et puis ils écrivent sur nous. D'abord, ils disent que nous n'avons pas d'écriture. C'est pour cela que, comment l'appelle-t-on, l'Afrique n'a pas, l'histoire de l'Afrique, c'est faux. C'est faux. Puisque même l'écriture grecque n'est pas grecque. L'écriture grecque, le alpha, bêta, gamma, etc., ce n'est pas grec. Ce n'est pas grec. L'écriture grecque, ils l'ont reçue des Phéniciens. Et lorsque vous faites des recherches, vous verrez que les Phéniciens ont reçu ces écritures des Égyptiens. Donc, lorsqu'ils nous disent que, comment l'appelle-t-on, l'Afrique n'a pas d'écriture, etc., c'est une fausse problème. Les razzias, c'est pour cela que lorsque vous voulez parler de cette soi-disant entre griffes traite négrière, vous devez faire recours aux razzias. Ce sont les razzias qui montrent le degré de carnage que l'Occident a fait en Afrique. Si vous avez vu Benin City, la ville de Koumassi à cet état, donc vous allez voir que normalement, chaque société doit progresser. Mais on a vu une certaine régression. Voilà. Lorsque nous allons dans nos villages, nous voyons des cases en banco. Ces cases en banco ne sont pas dues au fait que les Africains ne savaient pas. C'est parce que les Africains avaient... Parce que en cette période, il y avait des forts un peu partout. Vous allez voir que à Ouida, etc., et comment même au Sénégal, comment on appelle l'autre truc du Sénégal, et j'oublie un peu le nom. La porte du non-retour au Sénégal. L'île de Gorée. L'île de Gorée, tout ça là. Ils avaient des forts. Il y a des forts là-bas. Ces forts là, c'était pourquoi? Ça tirait un peu partout en Afrique. Et ça a créé une certaine instabilité en Afrique. Ce qui fait que les populations fuyaient seulement. Vous savez que l'Africain est sédentaire. Les Africains sont toujours sur place. Ce sont des gens qui ne se déplacent pas. Ils ne sont pas des nomades comme les Occidentaux. Non. Donc, étant sédentaire, on a pu créer une civilisation. Et c'est cette civilisation-là qu'ils sont venus voir et ils ont voulu imiter, mais comme ils ne peuvent pas l'égaler, ils ont détruit les choses. Ils ont détruit les choses. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que la vérité ne se clôt pas, on essaie de vendre le mensonge à tous les prix. Et vous verrez même que malgré la vente de ce mensonge-là, tu sais, la vérité ne se cache jamais. Oui. Donc, on a quand même des grains. Je ne condamnerai pas tous les Occidentaux. Il y a beaucoup d'historiens occidentaux qui, quand même, disent la vérité. Qui disent la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Vous voyez? Donc, nous, les Africains, nous devons plutôt faire recours. Même si nous ne voulons pas faire recours à nos historiens, nous devons questionner aujourd'hui les choses qu'ils nous donnent. Nous devons nous poser des questions. Vous voyez? Alors, M. Mawina, aujourd'hui, nous voyons que ce mal nous suit toujours.
est-ce que vous pouvez tisser un lien entre ce qui s'est passé avec ces mensonges d'autrefois et la vie que nous vivons aujourd'hui, surtout la vie politique en Afrique, quand on voit que les Africains s'entretuent, alors que c'est l'Occident qui profite de ce qui se passe en Afrique? Oui, c'est une idéologie qui a été imposée, parce que ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas qu'on peut tisser un lien, ça a un lien direct. Ça a un lien direct. C'est pour cela que lorsque, pour moi personnellement, l'Africain parle de démocratie aujourd'hui, je dis qu'on est en train de perdre du temps. On est en train de perdre du temps parce que ces gens nous ont mis dans cette histoire parce qu'ils ne veulent pas se débarrasser de nous. Voilà. Je vous dis que si on veut fermer le monde aujourd'hui, l'Afrique fermée sur l'Afrique, l'Europe fermée sur l'Europe, l'Amérique fermée sur l'Amérique, l'Asie fermée sur l'Asie, et on nous donne peut-être un demi-siècle, les Africains sortiront de ce demi-siècle-là puissants plus que les autres. Ils n'ont qu'à essayer. Pourquoi ils parlent de globalisation? Nous n'avons pas besoin de globalisation. Lorsqu'on parle d'Internet, tout ça là, l'Internet, le père de l'Internet, c'est qui? C'est Philippe Emeagwali. Ils le disent, non? Philippe Emeagwali, il est d'où? Il est nigérien. Il est nigérien. Mais je vous dis, il y a des peuples, ces peuples, ils n'ont rien inventé, rien fabriqué. Rien. Ils n'ont rien. Prenez les États-Unis par exemple. Vous savez, durant l'esclavage aux États-Unis, les esclaves étaient réduits à tout faire. Les maîtres ne faisaient pratiquement rien. Donc pour un homme qui est attelé à travailler tout le temps, il progresse. Il gagne en connaissance. Bien sûr. D'où les petites créations, les inventions, tout ça là. Mais comme à l'époque, l'esclave était un bien meuble, voilà. Donc on ne pouvait pas, et l'esclave ne pouvait pas dire que ok, j'ai inventé ceci. Donc il y avait je ne sais pas comment on les appelle, les brevets. L'esclave n'avait pas le droit au brevet. Ce qui fait que les inventions que les esclaves faisaient, c'était à l'ordre de leur maître. Voilà, redevenaient les inventions automatiques propriétaires de leur maître. Vous voyez? Et je me rappelle aussi que certains me disent que oui, en Afrique, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'esclaves, tout ça là. Je me rappelle quand on parlait même de l'Égypte qui a mis les Israéliens et les enfants d'Israël en esclavage et qu'ils construisaient les pyramides, etc. Mais je rappelle aux téléspectateurs que lorsque les Israéliens étaient arrivés en Égypte, je commence par leur ancêtre et Abraham, l'Égypte ne construisait plus les pyramides. Les pyramides avaient été construites déjà. On ne construisait plus de pyramides. On les a mis en esclavage pour faire quoi? Lorsqu'ils nous disent que les enfants d'Israël sont venus et que les pharaons avaient les mines de turquoise dans le Sinaï, etc. Mais c'est un faux problème. C'est un faux problème. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de guerre en Afrique. Mais la manière dont ça fonctionnait en Afrique était ceci. Lorsque les Africains se faisaient des guerres, des fois, les guerres, ils trouvaient des solutions diplomatiques. Et lorsqu'il n'y a pas de solution diplomatique, on arrive à l'affrontement. Mais lorsque une tribu ou bien un royaume gagnait l'autre, mais si tu es un capitaine du royaume qui a été vaincu, tu demeures capitaine de ce royaume. À la seule différence que tu ne reçois plus des ordres de ton roi ou de ton chef. Maintenant, tu reçois des ordres du chef du royaume qui a gagné. C'est comme ça que ça se produisait. Oui. Je vais vous donner... Il n'y a pas d'impérialisme. Il n'y a pas de colonialisme. C'est-à-dire sans la réponse visible que nous voyons. C'est-à-dire lorsqu'il y a colonialisme, lorsqu'il y a... comment l'appelle-t-on? Cette domination-là. Regardez, aujourd'hui, nous parlons quelle langue? Le français. Nous parlons l'anglais. Nous parlons le français. Vous voyez? Donc, comment... La manière dont nous subissons le colonialisme, ça se reflète. Il nous oblige à manger ce qu'ils mangent. Il nous oblige à parler comme eux. Mais s'il y avait eu ce colonialisme, cet esclavage en Afrique, vous ne verrez pas autant de langues en Afrique. Non. Vous ne verrez pas autant d'ethnies en Afrique. C'est ça. Merci, monsieur Mawena. Monsieur Yves Kenao nous avait expliqué ça la fois dernière, comment les guerres se passent et les empires s'effondrent et d'autres naissent. Alors, monsieur Mawena, aujourd'hui, nous parlons de la Mauritanie.
nous parlons nous voyons ce qui s'est passé en Libye. Est-ce que on peut dire que les Africains vendent les Africains aujourd'hui, au XXIe siècle? Parce que nous savons qu'en Mauritanie, il y a des pratiques là-bas, et aussi en Égypte, en Libye, la fois dernière, après le désastre qu'a causé l'assassinat de Kadhafi. Oui, moi je ne dirais pas que les Africains vendent les Africains. Il faut savoir quels sont ceux qui sont en train de faire ce carnage de vente là-bas. Quels sont ceux qui sont en train de faire ça? Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on jette des choses et les médias relaient cela et les Africains sautent dedans. Surtout les médias occidentaux. Yeah. Ils relaient des trucs parce que c'est des choses qu'ils planent. J'ai toujours donné l'exemple de Benghazi ici. Lorsque ça a commencé, tous les Africains disaient que Kadhafi tuait les gens à Benghazi. Mais c'était des images montées de toutes pièces. Mais avant qu'on élimine Saddam Hussein, on a dit qu'il avait les bombes de destruction massive. Oui. Ce qu'il n'avait pas. Mais c'est après l'acte maintenant que les Africains et le monde entier se réveillent que les gens là nous ont dupés. On a voulu sauter Gbagbo, on a pris les images du Cameroun. Pour montrer En Côte d'Ivoire. Tout le monde criait que Gbagbo était un assassin. Aujourd'hui, nous savons que c'est comme ça. Donc nous devons faire attention à la propagande occidentale. C'est ce que moi je dis. Nous devons faire très attention à la propagande occidentale. Aujourd'hui, nous sommes au courant que les organes des populations, des gens qui meurent en Libye, sont vendus en Europe. Bien sûr. On vend les organes de nos frères. Donc, allez imaginer, c'est des gens qui s'en vont, ils meurent dans la mer, et puis pour le plaisir. Non. C'est organisé. La xénophobie en Afrique du Sud, c'est organisé. Pourquoi, avant qu'ils ne viennent ici, les Africains ne chassaient pas les Africains de chez eux? L'Africain est le seul peuple qui n'a pas peur de l'étranger. Dans ma langue, lorsqu'un étranger vient chez nous, on dit Wezon. On l'appelle Amedjro. Bien sûr. Amedjro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étranger qui est désiré. Vous voyez, c'est dans une langue africaine que vous pouvez voir ça. Ici, lorsqu'on voit l'étranger, on a peur de lui déjà. On ferme sa porte. On ne parle même pas. On ne parle même pas. On ne sait qui il est. Vous allez voir à l'époque, si vous avez vécu un peu dans les villages, nos grands-parents nous mettaient sous l'œil, nous racontaient des histoires. Des voyageurs qui traversaient l'Afrique, qui allaient d'un royaume à un autre, et lorsqu'il fait nuit, ils peuvent dormir chez des gens. Le lendemain, ils se réveillent et ils s'en vont. Alors, M. Mawena, vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique a été colonisée, certains pays de l'Asie ont été colonisés. Pourquoi ces gens n'avaient pas subi les mêmes atrocités que les Africains? Qu'est-ce qui ne cloche pas bien là-bas? Oui, vous allez voir que l'Afrique, le problème de l'Afrique, je pense que c'est qu'elle s'est totalement abandonnée. L'Afrique s'est totalement abandonnée. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez en Asie, vous allez voir, moi je reviens toujours sur ces religions. Je dis toujours que la religion est la base principale de nos problèmes. Parce que si tout le monde prenait la chose de manière simple, mais si tant est que la religion était là pour aider les gens, pourquoi on n'a pas une seule religion dans le monde? Pourquoi les gens allaient dire que bon, les musulmans doivent être ici, les chrétiens doivent être ici, les judaïstes doivent être ici, etc. Pourquoi? Surtout parlant des religions. Pourquoi? Si c'est que c'était un Dieu, tout le monde allait adorer un Dieu et puis ça s'arrête là. Mais moi je dis que c'est une arme idéologique. Et seuls les Africains ont accepté de laisser pour eux et d'aller prendre les autres pour les autres. Donc à partir du moment où vous laissez pour vous et vous prenez pour les autres, mais vous n'êtes plus vous-même. Je vous donne un exemple. Si je prends l'exemple de l'islam par exemple, je prends le prophète. Avant que le prophète n'ait son songe et n'écrive le Coran, son nom s'appelait comment? Il s'appelait toujours Mahomet, non? Mahomet, oui. Mais quand il a fini d'écrire le livre,
son nom est toujours Mahomet. Mahomet. Son père, j'ai oublié un peu le nom de son père, mais son père a gardé aussi son nom. Bien sûr. Mais pourquoi aujourd'hui les Africains laissent leur nom et ils disent que bon, je suis musulman, donc je deviens Moussa. Un chrétien, lorsque je prends l'exemple typique de Jésus-Christ, il est né Jésus-Christ, même quand Jean-Baptiste l'a baptisé, on n'a pas changé son nom. Est-ce qu'on a changé son nom? Il est toujours Jésus. Lorsqu'un blanc s'en va se baptiser, il ne change pas son nom. Pourquoi les Africains, quand ils vont se baptiser, ils changent leur nom? Pourquoi? Donc c'est une idéologie qu'on a inculquée à l'Africain. On sait que lorsque tu t'abandonnes, tu deviens comme une plume en l'air, tout le monde peut te souffler n'importe où. Donc c'est ce qui se passe sur nous. Et on ne réfléchit même pas à cela. C'est cette affaire d'identité. Je crois que c'est l'identité, on va revenir sur cela peut-être dans les prochaines éditions. Parce que l'identité est l'une l'un des problèmes principaux que l'Africain a. Alors, Monsieur Mawena, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission et je vous rappelle encore, mes téléspectateurs, que le thème que nous avons discuté aujourd'hui, c'est pourquoi les gens disent que les Africains ont vendu leurs frères lors de la traite négrière. Alors, Monsieur Mawena, est-ce que vous avez un mot de fin à donner à nos téléspectateurs? Oui, pour moi, ce que je pense que nous devons faire, il y a un peuple doit toujours faire, comment l'appelle-t-on, et un rétrospective, retourner en arrière et se poser des questions. Du retour à Tombouctou. Il y a du retour à Tombouctou. Mais les questions que nous devons nous poser, premièrement, qui étions-nous ou qui sommes-nous? Nous étions des peuples brillants qui avaient fait des œuvres d'éternité. Œuvres d'éternité, aujourd'hui, lorsque vous allez dans la vallée du Nil, les pyramides sont toujours là. Vous allez au Soudan, vous savez qu'il y a plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte. En Égypte, oui. Mais l'os du Shango, la tablette mathématique, qui a tous les algorithmes. Aujourd'hui, la Belgique l'a érigé comme symbole au ministère. Si vous allez au ministère de l'éducation de la Belgique, c'est l'os du Shango, qui a plus de 75 000 ans. Comme sa propriété. Comme sa propriété. Ils l'ont mis là-bas. Les papyrus qui ont été découverts, quand vous prenez le papyrus de mathématiques, mais on l'appelle aujourd'hui le papyrus de Rent. Rent, un Allemand, mais il a vu où? Alors que ce papyrus a été fait par Yamessou. Donc c'est le papyrus de Yamessou. Mais ils ont quand même donné leur nom. Aujourd'hui, nous sommes conscients que Thalès et Pythagore, jamais, ils n'ont rien écrit. Ils n'ont rien déposé. Zéro. Thalès, son théorème était là 1600 ans avant avant que lui n'arrive. Vous voyez? Je crois que c'est Thalès qui discutait avec Péricide et on lui a demandé, mais toi, depuis que tu es allé étudier en Égypte, qu'est-ce que tu as écrit? Il dit que non, que lui, il n'aime pas écrire, il aime seulement voyager. Yeah, c'est écrit noir sur blanc. Vous voyez? Donc, je disais que les Africains doivent se poser la question, qui étions-nous? J'entends souvent les gens nous dire que, bon, il ne suffit pas de vanter ce que les Africains avaient fait, etc. Oui, ils peuvent, c'est leur opinion. Moi, je pense que nous devons vanter ce que nos ancêtres avaient fait. Nous devons les vanter. Justement. Et d'où je dis, la question que nous devons nous poser, qui étions-nous? Nous étions ceux-là qui avaient fait des œuvres d'humanité et d'éternité. Nous étions ceux-là qui avaient momifié des gens. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver la momie de Ramsès II, oui, qui a plus de 2000 ans. Nous avons fait des œuvres d'éternité. Mais aujourd'hui, qui sommes-nous? La seconde question. Nous sommes devenus un peuple nul. Un peuple sur lequel tout le monde marche. Un peuple sur lequel tout le monde crache. Même la Chine. Tout le monde crache sur nous aujourd'hui. Alors, quelle conclusion devons-nous tirer de ces deux questions? Nous devons comprendre que notre avenir se trouve dans notre passé. D'où le retour à Tombouctou. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mawena. Et c'est au bout de l'ancienne corde que on peut tisser la nouvelle. Qui étions-nous, disait Monsieur Mawena. Alors,
Cette question, nous allons essayer de le répondre la prochaine fois, la semaine prochaine, avec pour thème l'identité réelle des Africains. L'identité réelle des Africains. Qui étaient les Africains? Alors, chers téléspectateurs, nous voici ainsi arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine avec ce thème que je viens d'annoncer. Mais jusque-là, portez-vous bien et surtout gardez l'esprit libre et ouvert. Alors nous remercions la partie technique assurée par M. Malik Sall. Alors au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye.